Donc, nous étions sur un projet de littérature numérique et ce projet, d'ailleurs, a commencé avec Magali, donc dans un autre contexte, qui était de tenter de faire des cercles de lecture en France et au Québec pour faire découvrir à des enseignantes des œuvres du corpus de littérature numérique et faire choisir une œuvre et décider de faire une séquence didactique sur cette œuvre-là. C'est Florence qui a été choisie. C'est une œuvre sans texte. C'est quand même étonnant parce que les enseignantes qui participaient disaient être un peu déstabilisés par la littérature numérique, pas vraiment la connaître. Ils ont choisi pour l'œuvre la plus numérique, qui ne contenait même pas de texte. Mais c'était surtout parce qu'on les a mis dans une posture de réception. J'en parle parce que ça peut faire partie de la pédagogie qu'on met en place par la suite, et elle va en reparler aussi. Ce sentiment de vivre soi-même sa propre réception des œuvres numériques et d'être plus sur une émotion que sur une intention didactique au départ, puisqu'on est sur des objets nouveaux pour lesquels il y a certaines expériences culturelles qui n'ont jamais été vécues. Après, on est passé avec Magali, toujours et Léonora, à cette étape où on a fait un cercle didactique, donc de cercle de lecture, de réception à cercle didactique. Et pendant ce moment, les enseignants ont échangé sur leur projet. Et voilà ce qui nous a entraînés à dire, ça cadre parfaitement avec Multinumérique, le projet dans lequel on était inscrit, Magali comme collaboratrice aussi. Et dans la deuxième année, Sylvain s'est joint à nous. Donc voilà, ça marchait un peu à géométrie variable, mais on a fait 2 projets qui répondent, je pense, à la commande. Le portrait du milieu dans lequel on a travaillé, en fait, on n'a jamais mis les pieds à Villa Maria. Moi, je connais Villa Maria, mais à cause de la COVID, peut-être parce que, justement, on a commencé, nous, le projet pendant la COVID, donc on était en ligne, et puis finalement, ça ne s'est pas fait qu'on puisse y aller. Mais je connais cette école, c'est une école de milieu urbain favorisé, donc on est vraiment dans un autre milieu. Par contre, avec des élèves allophones, même en classe francophone, ce sont principalement des élèves allophones, donc avec des défis en français, qui sont équipés de tablettes et habitués à travailler avec des outils numériques. L'enseignante est en poste depuis 6 ans, très intéressée par l'écriture numérique, même si elle en a jamais vraiment fait, ou du moins, elle n'avait pas fait l'expérience de lecture de corpus numérique. Formation universitaire récente, elle avait suivi un cours avec moi en LMM et en didactique de la lecture littéraire et poète, donc elle-même avec une pratique artistique sur les réseaux sociaux, donc avec quand même des intérêts là, qui rejoignaient le projet. Donc ça, c'est la problématique dans laquelle s'inscrit cette idée de travailler la littérature numérique. C'est très proche des enjeux du colloque et c'est un copier-coller d'un extrait de l'article qui est sorti hier avec Magali et Léonora. Donc, ça cadre un peu l'idée de l'enseignement de la littérature avec le numérique et des besoins de formation. Donc, le contexte de notre recherche, 2 années, 2 projets. L'idée était d'introduire la compétence numérique, évidemment, dans une séquence d'enseignement de la LMM en classe de français. Nous, c'était par la littérature numérique. Première année, séquence d'enseignement-apprentissage axée sur la lecture numérique. Et la deuxième, ça a été vraiment sur l'usage de logiciels d'intelligence artificielle générative. On était vraiment branchés. On a attrapé la nouveauté pour différentes activités d'appropriation littéraire et d'écriture créative. On a fonctionné par étapes, toujours sur Zoom, et on remplissait des cahiers de notes. Donc, on se partageait. On passait toujours par l'identification d'une problématique, choisir un corpus, arrimer avec les programmes, les objectifs de l'enseignant, quels sont les logiciels adaptés aux idées, quels sont les outils méthodologiques qu'on veut mettre en place et dans lesquels consigner les projets. La première séquence, il y avait 6-7 séances où on passait de l'enseignante, ça c'est la séance didactique, c'est elle-même qui nous a transmis sa séquence, où elle voulait travailler avec les élèves la conception de la lecture, parce que les élèves associent souvent la lecture au papier et au livre. Donc, commençons à travailler sur les conceptions. Puis, elle abordait les œuvres de manière immersive, comme elle l'avait vécu. Donc, elle a reproduit avec ses élèves l'expérience du cercle de lecture, appropriation, réception, pour après en venir à une activité d'écriture où elle demandait de textualiser à différents moments l'œuvre de Florence qui n'avait pas de texte, comme je vous le disais. Et donc, les élèves se sont prêtés vraiment au jeu en sélectionnant toutes sortes de moments de l'histoire où l'ajout de mots, de textes avait vraiment une fonction narrative, un ajout au récit, un ajout à l'émotion même transmise par le récit. Dans ce cas-ci, les élèves disent « Nous avons ajouté des mots qui flottent comme des nuages qui s'entremêlent dans l'esprit du personnage qui devra décider si les souvenirs que les objets évoquent l'amènent à partir ou rester. Les mots sont écrits de la main du personnage pour montrer qu'ils proviennent de sa pensée. » Donc, on a tout au long des projets sur 2 classes où les jeunes ont
flouté, par exemple. Ici, on a décidé que l'image serait floutée. Donc là, on est plus sur un procédé visuel, mais qui avait une fonction sur un effet que voulait créer en lien avec un texte là, qui précédait. Chaque sélection déclenche un zoom pour un flashback. Puis là, ils ont créé des nouveaux flashbacks en faisant des captures d'écran puis en rajoutant du texte. Donc, ils ont joué dans l'histoire. Et ça, c'est une des plus belles, je trouve. Donc, les élèves programment qu'en fermant les boîtes du déménagement, les doigts du lecteur laissent échapper les mots négatifs, associant des souvenirs douloureux. Sur le canapé, il modifie à nouveau l'image de l'œuvre de départ en s'attachant à remplir la silhouette de Krish, transparent dans le texte source de mots positifs pour lesquels il souhaitait montrer que pour Florence, il n'est pas complètement parti et a laissé des souvenirs heureux. Donc, on voit ce personnage qui était vide et dans lequel on rajoute des mots qui viennent rajouter quelque chose à l'histoire. Bref, c'était l'objectif de l'enseignant, de les amener à s'approprier une œuvre numérique et d'être capable d'imaginer, d'en créer une sans la créer. Mais les élèves sont allés plus loin. Alors, il y en a même qui ont trouvé des logiciels, qui ont créé des animations. Donc, ils se sont complètement appropriés de la consigne et ils devaient faire une présentation orale. Donc, on a tout le verbatim aussi sur les choix, sur les effets voulus. Et voilà, c'est très riche comme matériel, puis je l'ai déjà pris au temps. Donc, on a pu voir les procédés d'éditorialisation. On a retenu ça quand on ne peut pas le faire, mais demandons de l'imaginer. Ça serait quoi si tu faisais une œuvre numérique? Tu ferais quoi? Tu mettrais ça où? Tu ferais quel mot? Quelle animation? Le lecteur aurait à toucher où? Glisser où? Faire quoi? Donc, c'est de l'éditorialisation. Et là, ben, on n'est pas bloqué par les moyens techniques. Et des fois, ça prend moins de temps. Puis ça permet de former aussi, hein, parce qu'on peut s'exercer. Procédé d'animation textuelle, même chose. Procédé d'animation multimodale aussi, comment on ajoute des choses qui participent au récit de l'œuvre. Donc, on a vu ça. Là, on était dans l'étape 2, l'année 2, où l'enseignante voulait entrer par la littérature d'œuvres comme La femme qui fuit, d'Anaïs Barbeau-Lavalette et de Nathan Godot. Et voilà, je pense que c'est ça. Donc, elle est rentrée par la littérature pour après construire des ateliers qu'on a présentés hier d'écriture avec ChatGPT et de création d'images avec Midjourney. Donc, l'idée, c'était vraiment de filer la thématique de l'engagement comme thématique dans les œuvres lues, mais l'engagement aussi des élèves dans un processus d'écriture en interaction avec la machine. Processus de génération d'images, processus de génération de texte en 3 temps. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Vous pouvez imaginer qu'on a très hâte. Il y a un devoir, il y a un journal de bord dans lequel ils consignent leurs choix, justification des choix. Donc, au bout de 3 générations d'images sur Midjourney, sur un extrait choisi dans une œuvre, laquelle vous choisissez, pourquoi, si vous aviez à illustrer le texte à partir de ce que la machine vous propose, et même procédés repris dans l'écriture, où eux-mêmes vont créer une œuvre. Et ça, c'est vraiment la séquence telle que décrite en nombre de séquences, de séances. Et là, j'ai une vidéo que j'aimerais vous montrer. J'ai vraiment élargi mon champ. Je suis beaucoup plus capable de visualiser le potentiel pédagogique de différentes plateformes, jeux vidéo, sites web, etc. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas autant avant. Donc, dans ma perspective d'enseignante, quand j'essaie d'imaginer une séquence ou d'imaginer une activité, je vois une grande évolution dans ma capacité à vraiment visualiser ce que je vais pouvoir vraiment avoir comme potentiel, ce que je vais pouvoir vraiment faire ressortir d'une activité avec tes élèves. Ouais. Puis, comment tu vois le numérique dans ce que tu es capable d'imaginer? Est-ce que tu te dis, ah, j'ai le goût de travailler avec tel outil ou, ah non, j'aimerais ça faire une production numérique multimodale, puis après tu te dis, OK, je pourrais regarder quels outils je peux utiliser pour le faire. Est-ce que tu es inquiète par rapport aux ressources disponibles pour réaliser tes projets que tu pourrais imaginer dans le futur? Non, pas du tout. Puis en fait, moi, je pars toujours de mes objectifs du programme, tout simplement des recommandations ministérielles en disant, bon, ben, cette année, on travaille l'explicatif, on travaille l'argumentation. Puis je commence toujours ma réflexion par ça. Et je sais qu'il y a énormément de ressources que je connais même pas encore et que ben, le site Labyrinthe, entre autres, là, me fait découvrir plein d'affaires. Je sais que les ressources sont là, il y a plein de potentiel. Ce que je fais généralement, c'est que je reste curieuse. J'essaie de vraiment garder l'œil ouvert et réfléchir à des idées qui seraient comme originales, ludiques, intéressantes, différentes, mais surtout qui vont engager les élèves.
Et c'est à partir de là que je commence à conceptualiser différents projets, là. Qu'est-ce qui se ressemble pour toi dans l'année 1 à l'année 2? Qu'est-ce qui se ressemble, puis qu'est-ce qui est différent dans ta manière d'avoir intégré le numérique? Qu'est-ce que tu dirais qui se ressemble, que tu dis, ah, j'ai repris ça, cette idée-là, mais, ah non, j'ai fait ça de différent ou en plus, ou Dans ma pratique, dans la conception de l'activité? OK, disons que j'arrive beaucoup plus à concevoir des activités en pensant à différents critères vraiment concrets que je voudrais vraiment intégrer. Comme je vais vraiment plus réfléchir à mon évaluation comme quelque chose que je voudrais être plus cadré, plus clair pour les élèves et pour moi, parce que la première année, par exemple, j'avais trouvé assez difficile de vraiment réfléchir sur une évaluation pertinente de l'activité avec Florence, alors que cette année, c'est beaucoup plus concret pour moi de comment je vais aborder ça. Donc, ça, c'est quelque chose de quand même très important. Donc, je pense que je suis capable d'avoir des projets plus finis. Est-ce que, Éléonora, Sylvain, vous avez des questions pour Samar? J'en aurais bien d'autres. On pourrait en parler des heures, mais peut-être que vous avez comme une petite question qui vous... Une question avec dans le sillage de ce que vient de dire Samar. Dirais-tu, Samar, que si tu parviens plus aisément à identifier des critères d'évaluation, c'est parce que tu parviens peut-être aussi plus aisément à identifier des objectifs, des finalités, c'est ça? Donc en fait, des Exactement. objets, c'est ça, ouais. Je suis capable de m'imaginer beaucoup plus d'étapes dans la production pour me rendre à l'évaluation avant d'avoir commencé, puis de savoir ce que je veux évaluer. Et je suis capable de m'imaginer que, par exemple, avec le projet intelligence artificielle, j'ai plus de confiance en moi. Je suis capable de m'imaginer où est-ce que je veux me rendre ultimement avec les élèves. Alors que l'année dernière, c'était un mystère. C'était très surprenant, mais c'était comme, c'était vraiment plus une expérience. Ok. Moi, j'ai Bon. peut-être une question par rapport à l'année passée, aux compétences que tu as observées chez tes élèves, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, que tu n'avais pas envisagé? C'est vraiment des bons techniciens. Ça me surprend à chaque fois et ça me surprend encore cette année parce que dès que j'ai commencé à parler d'intelligence artificielle, dès que j'ai commencé à leur donner quelques sites d'intelligence artificielle un peu par hasard, ils se sont appropriés les outils tellement rapidement et tellement mieux que moi. Et ils ont commencé à jouer avec ça et à essayer vraiment des choses que moi, j'ai pas pensé à faire. C'est toujours ce qui me surprend à chaque année. Ils sont vraiment meilleurs que nous en tant que techniciens. Après, quand on commence à leur donner des opportunités de faire une pratique réflexive ou d'être plus critique, c'est eux qui sont surpris du potentiel que nous, on avait vu dedans. Donc, c'est un échange intéressant. Est-ce que tu trouves que ça apporte d'autres dimensions à leur capacité de s'exprimer? Est-ce que ils peuvent s'exprimer autrement? Ça nous donne accès aussi à des formes d'expression que tu n'aurais pas eu peut-être en travaillant pas avec le numérique. Absolument. Oui, absolument. Puis, pour revenir à la même idée, là, encore, mais c'est tellement des bons techniciens qu'ils vont utiliser l'outil que je vais proposer ou l'activité que je vais proposer pour s'exprimer en utilisant d'autres habiletés qu'ils ont ailleurs, que je leur ai jamais enseigné, qu'ils apprennent par eux-mêmes sur YouTube, je sais pas, pour s'exprimer de façon comme exponentielle au-delà de ce que moi j'envisage comme étant leur capacité. Donc pour le portfolio, j'ai vraiment hâte de voir ce J'avais qu'ils nous Ouais, j'avais envie de peut-être t'entendre sur comment les élèves percevaient cette année, cette activité avec l'intelligence artificielle. On a eu des belles rencontres avec toi pour penser le projet, y réfléchir, vraiment pouvoir l'imaginer en fonction de ce que tu voulais imaginer. Mais là, je me demandais comment les jeunes avaient reçu le projet. Je sais que ils n'ont pas encore produit, mais comment ils ont reçu le projet. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, dès que je leur ai parlé de ce projet, qui techniquement est en train de mijoter depuis janvier avec les premières œuvres à l'étude, ben, je leur ai dit qu'on allait travailler l'engagement, le désengagement, on allait travailler la littérature, l'absurde, on allait travailler tout ça, puis on allait faire un lien avec l'intelligence artificielle. Puis, ça semblait pas vraiment les surprendre. En classe, ils trouvaient ça super intéressant, puis ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient en train de philosopher dans le cours de français, qu'on philosophait, puis qu'on réfléchissait sur l'art, sur la vie, etc. Puis, ils ne semblaient pas vouloir vraiment savoir ça va être quoi concrètement qu'on allait faire.
ça semblait pas vraiment les déranger. On dirait qu'ils savaient que ça allait être comme un peu la folie, puis que ça allait être intéressant. Puis maintenant, depuis que je suis à l'étape, depuis en fait vendredi, je les ai fait juste jouer avec des intelligences artificielles et dire que le projet va être lié à ça. Et là, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme dans la classe. Sont vraiment surpris qu'on fasse ça, puis ils trouvent ça super intéressant. Ils se posent pas plus de questions que ça. Ils sont comme en confiance, puis on dirait qu'il y a quelque chose de peu absurde là-dedans parce que c'est vraiment playé, mais Ben, surtout que tu viens de leur faire lire sur l'absurde, de réfléchir sur l'absurde en littérature. on dirait qu'ils l'ont accepté. Super intéressant, hein, Samar. Peut-être Après, je lui posais la question de comment elle envisageait l'avenir dans son école et puis l'activité de l'année 1 est devenue obligatoire. Donc, tous les enseignants vont être formés à l'enseignement de Florence. Et voilà, donc c'est sa manière de voir l'avenir, c'est-à-dire que finalement, ses efforts dans la formalisation d'un projet fait en sorte qu'un coût monté, structuré, ça peut être vu et pris en charge par la direction. C'est vraiment la direction de l'école qui a dit « Waouh, quel beau projet! » On va le rendre disponible et même l'œuvre, on va la faire acheter, on va la rendre obligatoire au programme. Donc, c'est pas le gouvernement comme hier. On espérait avoir peut-être un gouvernement qui mette de l'avant l'obligation de lire des œuvres numériques, mais il y a des institutions qui s'emparent de projets comme ça d'enseignement. Voilà.